Bien, bon, bonjour à tous. Je vous propose que l'on démarre sans trop tarder, puisque nous accueillerons tout à l'heure Madame Poirson, qui elle-même nous accueille dans ces lieux. Et donc, c'est important qu'on puisse tenir notre timing. On va commencer avec comme mise en bouche le film officiel de l'Expo. Alors ça, nous en déclinons par avance toute responsabilité, mais il a au moins un mérite. C'est qu'il vous présente globalement le projet, et ça va vous donner le contexte dans lequel on se situe pour vous présenter le pavillon dont on va vous parler dans quelques minutes. Donc on démarre par ce film qui vous donne le cadre dans lequel on va évoluer. Voilà, c'était rapide, mais au moins ça vous donne une tonalité, une couleur d'ensemble du projet. Bien, écoutez, bonjour à tous, merci à vous d'être aussi nombreux, c'est formidable. On a même du monde debout, c'est quand même, comme dans le surbooking aérien, le meilleur signe que l'objectif est atteint. Merci à vous tous d'être ici. Comme je vous le disais, pour nous, c'est un moment important, puisqu'au fond, c'est le premier grand jalon de notre projet qui a été lancé il y a maintenant presque pas loin de 18 mois, en tout cas fin 2017. Ce projet avait finalement deux objectifs. Un premier, c'était la décision prise par l'État à l'automne 2017 de créer un opérateur qui sera chargé de manière durable et pérenne de porter les participations françaises dans les expositions universelles et internationales. Vous savez que la prochaine exposition internationale aura lieu à Buenos Aires en début 2023 et la prochaine exposition universelle après celle de Dubaï à Osaka, puisque Paris n'étant plus candidat, ils n'ont pas eu le choix, ils ont été obligés de prendre le Japon. Et donc ça, c'était un premier objectif. Le deuxième, c'est évidemment de réussir le projet dont on va parler ce matin, qui est la participation à l'exposition universelle de Dubaï en 2020. Donc sur le premier point, vous donnez un peu le niveau d'ambition et d'objectif que notre maison mère État nous avait fixé à ce moment-là, qui était un peu sur le modèle, on a un modèle qui nous plaît beaucoup, qui est le modèle suisse, puisque les Suisses ont créé une institution qui s'appelle Présence Suisse, qui est chargée de porter l'image de la Suisse à l'international, qui est une très belle réussite et qui est notamment chargée d'organiser les pavillons suisses dans les expositions universelles. Et l'idée, c'était d'avoir, au fond, de disposer, à travers Cofrex, d'un outil qui soit capable d'abord de porter un projet relativement complexe, d'associer des partenaires et des financeurs publics comme privés, tout ça pour assurer une meilleure efficacité dans la gestion de ce projet. Le défi pour nous était important. Le choix de l'État qui nous parle à tous en tant que contribuable était de limiter sa participation au projet à un peu moins de 20 millions d'euros, ce qui est le montant que l'État avait consacré à l'exposition de Milan en 2015, alors même qu'on sait tous que les coûts d'Ubaïot sont 30 à 40% plus chers que ceux de Milan en particulier. Donc il y avait de toute façon nécessité, de manière durable, d'associer autour des acteurs publics un certain nombre de grands acteurs et petits et moyens acteurs français qui sont finalement concernés par la thématique de l'Expo de Dubaï. Donc, j'allais dire, notre objectif a vraiment été de s'appuyer sur cet écosystème public, des acteurs que vous connaissez comme Business France, comme les chambres de commerce, d'autres privés comme des initiatives sectorielles ou le MEDEF International ou d'autres. Très clairement, pour nous, ça a été la première bonne surprise de ce projet, c'est cette forte mobilisation qui s'est faite autour du projet, notamment un certain nombre d'acteurs publics, un peu mais beaucoup d'acteurs privés qui nous ont rejoints assez rapidement et qui, je dirais, au-delà des aspects financiers, parce que je vous parlais d'une participation de l'État d'un peu moins de 20 millions d'euros, alors qu'on a un budget total qui sera plutôt aux alentours de 28. Il était important d'atteindre cet objectif-là, mais plus largement, d'alimenter en contenu ce pavillon
dont on parlera tout à l'heure, pour lequel, au-delà de l'image de la France, c'est aussi l'image de la compétitivité de l'ensemble des entreprises françaises qu'on souhaite porter. Je voulais vous les citer parce que la plupart d'entre eux sont dans la salle aujourd'hui. Pour certains d'entre eux, ils nous accompagnent depuis plus d'un an maintenant, presque un an. Et c'est évidemment extrêmement précieux. Il s'agit d'Engie, Anna Bousteau qui est ici, Renault, Caroline de Gesel, EDF, Lacoste, Bureau Veritas, Suez, Alcatel-Lucent, AXA, AQO Énergie, j'ai vu Eric Scotto quelque part, la RATP, AT Kearney, Schneider, IFF et le dernier à nous rejoindre hier, mais d'autant plus important, le Conseil régional d'Île-de-France, avec un appui très important et qui nous est extrêmement précieux de Valérie Pécresse et de toute son équipe sur le projet. Donc voilà, j'allais dire, pour nous, cette première étape de l'objectif était atteinte. On a maintenant une équipe qui tourne, un projet qui tourne, une équipe qui est présente dans la salle un peu autour de vous, sauf notre représentante à Dubaï qui, elle, n'a pas pu venir, mais l'esprit collectif du projet y est. Ça nous permet, dans de bonnes conditions, de lancer ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la façon dont on va participer à cette exposition universelle en 2020. Le défi, là aussi, est quand même, n'est pas négligeable. On a une exposition universelle qui est exceptionnelle à plusieurs titres. Par son nombre de visiteurs, puisqu'on sera plutôt dans la bonne moyenne haute des expositions universelles, avec plus de 25 millions de visiteurs. Un public, pour la première fois, très largement non national. C'est aussi une première par rapport à la plupart des expos antérieures. Une très forte présence asiatique, indienne, chinoise, pays de l'ASEAN, et évidemment proche moyen-orientale. Présence africaine aussi, qui sera importante. C'est la première fois que tous les pays africains seront présents dans une expo universelle, et il faut le saluer. Et plus largement, un niveau d'ambition des pays participants avec lesquels nous essayons de nous comparer, extrêmement élevé. Pour en avoir discuté avec beaucoup de mes homologues des pays qui aujourd'hui, à peu près des 25 pays qui ont annoncé leur pavillon sur les 190 pays participants et qui ont un bon degré de préparation de leur participation, on voit qu'ils sont extrêmement allants, extrêmement ambitieux, et que la comparaison sera ardue à tenir de notre côté, ce qui effectivement justifie qu'on mobilise l'ensemble des acteurs sur un thème qui est le thème de l'expo, qui nous parle à tous, qui au fond, comment aujourd'hui, dans un monde numérique qui se transforme sous l'effet du numérique, on peut, grâce à des villes plus intelligentes, plus connectées, et des territoires qui le sont également, arriver à des villes et des territoires qui soient réellement plus durables. Je pense que là, on a le cœur, au fond, de l'enjeu, qui est un enjeu évident pour les pays émergents, mais qui l'est tout autant pour nous, entre guillemets, vieux pays, qui, au fond, sommes confrontés aux mêmes défis. Pour répondre à ce niveau d'ambition élevé et ce niveau de comparaison élevé des autres pays participants, on a souhaité mettre en avant 3 caractéristiques de notre projet et puis un peu de notre esprit national. L'audace, l'art de vivre et le collectif. L'idée, c'est qu'à travers tous ces messages qu'on porte, qui sont des messages autant sur l'innovation et la capacité d'invention technologique de la France que sur la capacité à créer des modèles urbains attractifs, notre souhait, c'est d'arriver à atteindre ce qu'ont fait nos prédécesseurs, c'est d'être toujours dans les 3 ou 5 pavillons les plus visités des expositions universelles, ce qui pour nous, effectivement, se traduira par plusieurs millions de visiteurs. L'objectif pour ça, c'est effectivement le pavillon qu'on va vous montrer dans quelques instants, mais c'est aussi beaucoup la capacité à nourrir, à animer pendant ces 24 semaines de l'exposition, par toute une série d'événements, la présence de la France et aussi la capacité à montrer tout ce qu'on sait faire sur cette thématique. Donc, à travers ces 3 qualificatifs, qui est donc l'art de vivre, l'audace et le collectif, notre objectif est aussi de mettre en avant un certain nombre de facteurs différenciants, d'atouts que possède la France en matière de développement des villes et des territoires.
Et finalement, elles peuvent se résumer à deux grandes idées. Alors, le projet, évidemment, essaiera d'être un peu plus fouillé, un peu plus sophistiqué que ça, mais si on essaie de la simplifier, ce sont au fond deux grandes idées. La première, c'est qu'on dispose en France d'acteurs, des grands, des petits, des publics, des privés, des acteurs du secteur académique et de la recherche comme ceux qui sont dans la commercialisation de nouveaux produits, des acteurs qui ont des compétences assez uniques, extrêmement innovantes, et qui se distinguent réellement sur la scène internationale par cette capacité à innover sur les territoires intelligents, les territoires connectés, les territoires durables. Mais au fond, on a aussi un plus, collectivement, et pas seulement à titre individuel, c'est de porter une vision du développement des villes et des territoires qui est un peu unique, qui est une réponse finalement centrée sur le citoyen, centrée sur le service, attachée justement à la durabilité des solutions offertes, et qui permet d'offrir une réponse à la complexité du développement urbain. La caractéristique des pays émergents, mais c'est vrai également pour nous, c'est qu'on a des modèles urbains et des modèles territoriaux plus largement de plus en plus complexes. Et pour cela, il ne suffit pas simplement d'y répondre par un empilement de technologies, mais par une vision globale, d'abord et avant tout de ce qu'en attendent les citoyens, les consommateurs, les usagers, et puis plus largement de ce qu'ils souhaitent avoir comme offre de services sur leur territoire. Un journaliste avec lequel j'en discutais il y a quelques semaines avait une très jolie expression qui parlait justement finalement de l'offre française en termes de développement des villes et des territoires comme étant l'Airbus de la ville. Je trouve que l'expression est jolie et en tout cas elle exprime bien ce qu'elle veut dire. Donc finalement notre conviction c'est de dire ce modèle un peu unique, il faut qu'on le porte. Il n'est pas tout seul dans le monde, vous savez comme moi que des acteurs de la technologie américains ou chinois en ont une autre, qui n'est pas forcément la nôtre. Il est important qu'on puisse la mettre en avant parce que il n'y a pas 50 modèles différents dans le monde. Il se trouve que je pense qu'on porte un de ces modèles. On a la conviction que ce modèle a ses vertus et qu'il peut présenter une vraie valeur ajoutée, notamment pour ces pays émergents. Et c'est tout le sens du travail que l'on a mené. Donc effectivement, mobilisation de tout cet écosystème, souci aussi de pouvoir s'assurer que jusqu'en avril 2021, date de clôture de l'exposition universelle, ce que nous allons présenter dans ce pavillon, à l'extérieur de ce pavillon et dans les événements que nous organiserons, conserveront leur pertinence. C'est d'ailleurs pour ça que très rapidement, on a souhaité, évidemment en partant des souhaits de nos différents partenaires, mais en élargissant le cercle de cette réflexion, créer un certain nombre de groupes de travail, donc réunis dans un think tank que l'on a appelé Connecter les esprits, qui vise justement à mettre en avant et s'assurer finalement, c'est un peu pour nous la garantie ou l'assurance qualité du projet qui nous permet d'être à l'aise avec l'idée que nous aurons toujours à présenter jusqu'à la fin de l'exposition quelque chose qui, en avril 2021, demeurera innovant et ne sera pas l'innovation d'hier ou d'avant-hier. Alors on a un certain nombre de présidents de nos groupes de travail. J'ai vu Jacques Moulin, François Barrault dans la salle. Je crois que Caroline Parot devait être là également. Jérôme Miara. Allez, voilà, je la cherchais. Donc voilà, on a un certain nombre d'acteurs qui ont accepté de prendre sur leur temps. Je vois Marc Boissonnet aussi un peu plus loin. Un certain nombre d'acteurs impliqués, souvent chefs d'entreprise, qui ont accepté de prendre sur leur temps pour participer à cette réflexion, animer des groupes, et on sait que ça prend du temps, même quand on essaye de restreindre le travail qui est investi. Donc merci vraiment à eux, c'est extrêmement important. Deux d'entre eux ne sont pas là aujourd'hui, je pense à Isabelle Cocher et puis à Stéphane Richard. Ils ont eux-mêmes souhaité s'impliquer personnellement dans ces travaux, et je les en remercie également. Voilà, pour terminer, parce que je sais que vous attendez tous quand même la présentation du pavillon, c'est quand même le plus important de notre réunion aujourd'hui. Je me dis qu'à un moment où on s'interroge beaucoup finalement sur la finalité de l'action publique, sur le développement des territoires, sur la façon dont on associe les villes et les territoires, enfin je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Pour moi, ce projet, il a une vertu, c'est d'abord il présente des choses concrètes, et je pense qu'au-delà des discours, on a besoin de réalisations concrètes pour susciter l'adhésion, et puis il offre une vision optimiste de notre propre développement, mais aussi de notre capacité à apporter des choses au développement, notamment des pays émergents au sens large, je pense notamment aux pays africains, comme je le disais, qui seront très présents,
ben, c'est finalement un peu un petit modèle français qui marche, en tout cas c'est notre objectif, de le faire marcher, avec des architectes, des scénographes créatifs, une forte implication, comme je le disais, des entreprises, des plus petites aux plus grandes, la valorisation de projets territoriaux qui vont venir de toutes les régions françaises, et puis in fine la sobriété du coût pour l'État, qui est évidemment un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc tout ça, finalement, c'est un peu, pour nous, l'image de la France qu'on souhaite projeter. On a affaire, avec une exposition universelle, finalement au plus grand des méga-événements, comme on dit, qui existent, notamment pour les pays émergents. Alors vous allez me dire qu'on a d'autres très beaux méga-événements, des Jeux Olympiques ou des championnats sportifs. Il se trouve que pour les pays émergents, l'exposition universelle en tant que telle a aussi une valeur extrêmement forte. Mais voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Donc maintenant, je crois que je passe la parole à Jean-Luc, si je ne dis pas de bêtises. On vous passe peut-être le premier film avant que Jean-Luc puisse faire son intervention. Madame la ministre Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre d'État à la Transition écologique et solidaire, Monsieur Éric Linquier, commissaire général du pavillon France-Dubaï 2020 et président de la COFREX, mesdames et messieurs, c'est une grande fierté pour moi de vous présenter le pavillon France-Dubaï 2020. Je suis Jean-Luc Pérez, je dirige l'atelier du Prado, qui est une agence d'architecture et d'urbanisme installée à Paris et à Marseille. Cette double géographie nous a sans doute rendu particulièrement attentif à l'enjeu climatique de ce programme. Je suis associé dans cette belle aventure avec l'agence CGA. Jacob Selniker et Pascal Grabli sont là au premier rang. Ce groupement original a produit le pavillon France-Dubaï 2020 qui allie tous les savoirs de l'architecte et de l'ingénieur. C'est un geste architectural fort dont le développement durable est au cœur de notre projet. L'exposition universelle 2020 à Dubaï met la connexion entre les hommes au centre de l'événement, s'interroge sur l'avenir de notre maison commune et met en avant des modèles de villes durables et de territoires connectés au travers des solutions durables proposées par les différentes nations présentes. Alors, au travers du thème spécifique du pavillon, France, la lumière, les lumières, c'est une épure au service de la thématique de la mobilité que nous avons conçue, c'est-à-dire une vision du monde, d'un monde meilleur, au centre d'un projet de valorisation des connaissances et des savoir-faire français. L'une des lignes directrices du pavillon France est de créer l'émotion. En accord avec cette feuille de route, l'objet de notre architecture sera d'émouvoir. Le pavillon de la France pour l'exposition universelle de Dubaï apparaît au cœur de l'exposition comme une oasis, un jardin inattendu, sous un grand baldaquin de lumière. Dans ce contexte, comment s'imprégner immédiatement de cette intention propice à la rêverie,
notre idée notamment, c'est d'utiliser une donnée trop souvent négligée des programmes d'architecture lors des grands événements, la file d'attente extérieure. Il s'est agi d'en faire un des éléments majeurs de l'expérience Pavillon France pour les visiteurs, de profiter du moment où le plus grand nombre se trouve rassemblé pour mettre en scène le partage de l'émotion et l'inscrire dans le souvenir de chacun. D'utiliser ce temps de la file d'attente comme un concert préparatoire de sensations avant de pénétrer au sein du Pavillon France pour y découvrir la scénographie du parcours visiteur. Alors, l'édifice est dématérialisé par son habit de lumière. Il apparaît alors comme un phénomène optique, comme un océan de lumière battant le rythme du plaisir d'être ensemble, se jouant par le biais du reflet, du réel et des codes de la construction. Le parvis du pavillon devient alors ce singulier lieu public, lieu refuge, privilégiant la sensation par la syncope des images, une heure, peut-être plus, où l'attente deviendra désir de France. Rendez-vous propice à l'expérience du ressenti, de l'étonnement et de la poésie dématérialisée. Le Pavillon France, c'est un espace de partage ouvert à tous, ouvert au plaisir d'être ensemble, propice à la diffusion des connaissances, des savoirs et à l'émotion, qu'il met en scène dans un dispositif qui dépasse les frontières habituelles d'un bâtiment, puisqu'il vient littéralement fusionner la matière et la lumière. Ce n'est pas une construction inerte, c'est un émetteur de sensations. Le Pavillon de la France est un corps vivant en perpétuel renouvellement. Vous pourrez le visiter plusieurs fois, il ne sera jamais le même, de jour, de nuit, à chaque heure, à chaque saison, du temps de l'exposition, il sera toujours différent. De jour comme de nuit, son architecture se dématérialise, offrant à tous les yeux ses 1800 mètres carrés de matière-lumière, ce qui équivaut à 2 fois la surface de l'écran de la géode, préparation sensitive aux événements qui se dérouleront à l'intérieur du Pavillon France. Notre projet s'inscrit également dans l'histoire des grands pavillons des expositions universelles en actant ici à Dubaï d'un dialogue entre la géographie et l'histoire. Ainsi, le dispositif architectural construit sa pertinence en inventant à Dubaï sa propre ombre et sa propre lumière, tout en fabriquant sa photogénie et son iconographie. Il s'agit du pavillon France le plus durable jamais conçu à ce jour, car il est démontable et réutilisable. Il est pensé dans le respect des piliers du bioclimatisme, une énergie renouvelable, propre et maîtrisée, des matériaux durables et une économie circulaire à l'œuvre. Sur son toit et sa façade arrière, le Pavillon France est un écrin littéralement recouvert de tuiles écailles photovoltaïques qui assurent son autonomie énergétique. Le dispositif a été élaboré afin d'évoquer également les touches impressionnistes des jardins des tableaux de Monet. À travers le jardin à la française, disposé sur le parvis et composé de 15 espèces de plantes et d'arbres endémiques, il s'agit aussi de manifester l'attachement de la France au respect de la biodiversité. Dans les messages qu'il souhaite partager avec le plus grand nombre de visiteurs, le Pavillon France sera un morceau de territoire exemplaire qui portera les valeurs de la France d'aujourd'hui, son savoir-faire et ses innovations, mais aussi son art de vivre à la française. Les volumes du pavillon organisent ces 2 fonctions principales, l'accueil du grand public et l'accueil des visiteurs professionnels. Le pavillon se présente comme un baldaquin monumental, composé d'un mur écran de 20 mètres de haut et 55 mètres de long, sur lequel sont connectés au sol un volume dédié au public et en dialogue avec le ciel, une plaque soulevée formant une terrasse panoramique. Alors ce décalage réalise un parvis de 1400 mètres carrés, entièrement protégé du soleil, dont le dais à 20 mètres de hauteur dessine un ciel de 1500 mètres carrés. Cet entre-deux, élément rajouté au programme initial souhaité par la COFREX, donne par la dimension de son vide, son identité à ce palais de lumière. Dans la rue principale reliant tous les pavillons du site Expo Dubaï 2020, les visiteurs découvrent un fragment de rue à la française, un bistrot avec sa terrasse, une boutique. Cette petite urbanité introduit le parvis arboré qui protège les visiteurs des éléments climatiques. Le visiteur déambule ensuite dans le jardin,
qu'il parcourt sur toute sa longueur, traverse le hall d'accueil et entame la découverte des expositions permanentes et temporaires du rez-de-chaussée du pavillon France. À l'étage supérieur, les professionnels bénéficient de différents espaces de travail, dont un lab innovation et un showroom. Certains de ces espaces dédiés aux professionnels sont ouverts, comme l'auditorium et l'agora, à tous les visiteurs lors des événements liés à la programmation grand public des 24 semaines de vie du pavillon France. À la proue de l'étage supérieur, une terrasse panoramique offre, avec ses 40 mètres de long et 9 mètres de profondeur, une vision spectaculaire du skyline de l'Expo Dubaï 2020 en format cinémascope. En fait, notre proposition relève de cette ambition française du siècle des Lumières, l'universel, en mettant en scène la nature, l'espace, la gravité, les savoirs et la connaissance, le jeu subtil de l'extérieur et de l'intérieur dans une architecture rayonnante du point du jour au plus profond de la nuit. Je laisse à présent le soin à Jean-Marie Priol du collectif Immersive de vous donner plus de détails sur la proposition scénographique du pavillon France. Merci. Merci Jean-Luc. Bonjour, je suis Jean-Marie Priol, le directeur artistique et représentant du groupement Immersive, qui est composé de Museum Manufactory, qui est un concepteur, producteur de lieux culturels, Dux Scéno, spécialiste de la scénographie, et Snec, créateur lumière. Alors voilà 9 mois que nous avons constitué le groupement Immersive pour imaginer la scénographie de l'exposition permanente du pavillon France à l'Expo universelle Dubaï 2020. Nous avons mis en résonance nos savoir-faire pour concevoir une scénographie sensorielle et narrative en interaction avec le public. Un paysage immersif et onirique qui respire au gré de sa fréquentation, de l'heure du jour et de l'heure de la nuit. Exposition universelle. Qu'y a-t-il de plus universel que la lumière? On peut être sensible à un coucher de soleil, n'importe où sur le globe, et quelle que soit sa culture. La lumière qui devient matière-lumière est le fil conducteur qui traverse toute la scénographie du pavillon. Cette matière-lumière narrative vibre, elle ondoie au gré du temps, s'adaptant au nombre de visiteurs présents et accompagnant les différents événements. Elle respire, elle palpite tout au long de la vie du pavillon. Nous avons choisi de placer la lumière comme chef d'orchestre de la scénographie. Elle est le point de départ de toutes les intentions créatives du projet. À partir de là, nous nous sommes raconté l'histoire d'un voyage dans la lumière, de l'abstraction sensorielle vers les images concrètes de notre pays et des messages que nous voulons transmettre. Les principaux matériaux envisagés sont la lumière et une grande sculpture qui se déploie dans un paysage de transparence en vibration. C'est un parti pris impressionniste où la majorité des effets sont obtenus par les variations de lumière et les oscillations sonores qui enveloppent le visiteur. À l'extérieur, avant même de révéler la scénographie, le visiteur parcourt le parvis-jardin du pavillon France, animé par une mise en lumière en perpétuel renouvellement qui annonce le paysage de sensations intérieures que le visiteur découvre une fois franchi le hall d'accueil. À l'intérieur, le visiteur parcourt les 800 mètres carrés d'un nouvel espace-temps composé de lumière, de fragrances et de sons. Ici, l'architecture s'efface au profit de la sensation. C'est une promenade de l'abstrait vers le concret, de l'universel vers la France. Cette promenade est organisée en 3 temps. La première expérience du visiteur est d'abord une émotion pure. Il est littéralement baigné dans un univers lumineux et sonore, sensible et narratif, immergé dans une matière universelle qui réagit au déplacement du public. C'est une promenade dans la lumière. Le deuxième temps est plus exploratoire, articulé autour d'un phare lumineux, une colonne centrale rayonnante, en bref, une allégorie de notre iconique Tour Eiffel. Le visiteur est ici invité à explorer les différentes facettes de la vision française de la mobilité, dans un espace totalement modulable qui multiplie les possibilités d'exposition. Projection circulaire, plateau unique ou organisation de l'espace en différents modules destinés aux partenaires exposants. C'est une promenade dans l'innovation.
Et enfin, le troisième espace de la scénographie nous projette dans les paysages sonores et visuels français à travers une mise en scène des sons et des images de la mobilité. On s'immerge dans une sensation France qui nous enveloppe et se déploie jusqu'à la sortie de l'exposition permanente. Des expositions temporaires sont également accessibles à ce niveau du bâtiment, déployant une série de thématiques tout au long de la durée de l'exposition universelle. C'est une promenade en France. Nous vous donnons donc rendez-vous à Dubaï en octobre 2020 pour partager avec l'ensemble des visiteurs de l'exposition universelle ce voyage dans l'immersion, la perception et la réflexion. Alors je laisse maintenant la parole à Sonia Roland pour nous présenter le... Ah non, pas du tout, je passe d'abord le micro à Éric Linquier. Merci. Merci Jean-Marie. Et merci Madame la Ministre de nous avoir rejoints et surtout de nous accueillir aujourd'hui parce que vous faites beaucoup pour ce projet. D'abord, vous en présidez le comité stratégique et c'est pour nous un appui extrêmement précieux. Et de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui au ministère est pour nous un vrai symbole de cette implication de vous-même et du ministère sur ce projet. Peut-être deux mots, mais Sonia sera infiniment plus éloquente que moi pour parler du film que vous allez voir. Comme le disaient Jean-Luc et Jean-Marie, ce pavillon, il est un message en lui-même. On sait qu'il est le plus durable de tous les pavillons construits dans les expositions universelles par la France, mais il a aussi vocation à porter un message justement sur ce message de la France durable et de ce qu'elle souhaite porter dans une exposition et dans un contexte universel. D'où l'importance pour nous de compléter ce bâtiment dont vous avez vu les images, dont vous verrez prochainement la maquette, par ce film dont Sonia a accepté de porter la direction artistique et qui justement vise, alors il sera en l'occurrence en version française et en version anglaise, donc normalement accessible à tout le public de l'exposition, pour porter ce message justement qui est qu'au-delà d'un bâtiment aussi beau et aussi durable soit-il, c'est plus globalement sur une politique et sur des actions en matière de développement durable qu'on souhaite être visible, être présent durant cette exposition. Donc, vous allez d'abord voir le film et je pense qu'ensuite Sonia nous en parlera un peu de manière plus détaillée. Dans un monde où 60% de l'humanité vit en ville, où la préservation de l'environnement est un enjeu majeur, la mobilité des hommes, des idées et des technologies est la voie de l'avenir. L'exposition universelle de Dubaï en 2020 place l'homme au centre des nouvelles lumières. Celles qui diffusent les idées de chacun pour servir le bien commun et construire les ponts du savoir entre les peuples. À Dubaï 2020, la France affiche son audace à travers la vision d'un monde plus juste, plus innovant et où chacun se met au service du collectif. Un monde où l'humanité utilisera les ressources de son génie pour protéger la planète et où la diversité sera une force pour imaginer le monde de demain. L'art de vivre, le patrimoine, les territoires, l'innovation, la recherche, l'industrie, le savoir-faire. Des atouts qui contribuent à l'expression de la France et affirment sa place sur la scène internationale. Intelligent, recyclable, le pavillon France Dubaï 2020 offre une mise en lumière des ambitions et des opportunités d'avenir. À partir du 20 octobre 2020 et pendant 6 mois, à travers sa participation à l'exposition universelle, la France propose des solutions accessibles, innovantes et durables au service des nouvelles générations. Bienvenue sur le pavillon France. Eh bien, déjà, je voudrais vous remercier de m'avoir prêté cette confiance et de m'avoir permis d'exprimer en fait quelque chose qui est toujours difficile à exprimer, c'est son amour pour son pays. Dans un contexte assez animé ces temps-ci, il est très difficile de pouvoir déclarer sa flamme à la France sans être parfois un peu critiquée. Et je trouve ça dommage. Moi, je suis une enfant née en Afrique, française, fière d'être française. Et à travers ce film, j'avais besoin aussi de montrer
pourquoi je l'étais, pourquoi je suis fière de ce pays. Et aussi parce que peut-être que je voyage beaucoup et que je me rends compte souvent à l'étranger de la chance que nous avons de vivre dans ce pays et d'avoir ce patrimoine, ce savoir-faire, cette audace. Et voilà, j'avais besoin de l'exprimer à travers ce film. Je remercie aussi votre bureau d'architecte de m'avoir envoyé ces images qui sont merveilleuses et qui décrivent parfaitement ce pavillon. C'était très difficile de pouvoir se projeter dans quelque chose qui n'existe pas encore, d'où d'ailleurs l'importance d'avoir des images parfois et diriger un film sans avoir aucune forme de projection. Il fallait tout imaginer, tout inventer. Et heureusement que la France nous offre de très belles images pour pouvoir alimenter justement ce genre de film. Alors merci pour la confiance que vous m'avez tous prêtée. Et sachez que je suis très très fière d'avoir participé à ce film. Et encore merci. Voilà. Merci infiniment Sonia, et c'est effectivement une très très belle réussite. Peut-être vous dire quelques mots de rappel de notre calendrier des mois à venir, puis après Madame la Ministre pourra conclure cette partie de présentation. Donc effectivement, vous l'avez là sur l'écran et dans vos dossiers, on est à une étape importante. Hein. Le projet a démarré en octobre 2017 avec la signature du contrat de participation de la France à l'occasion de la visite du président de la République aux Émirats. L'année 2018 finalement était toute une phase préparatoire. Les différents sujets que j'ai pu aborder lors de mon introduction, la création de Coffrex, la mise en place des différents partenariats et des différents financements, le lancement de l'activité du think tank, les réunions de notre comité stratégique qui ont permis de structurer les travaux et évidemment toute la phase de préparation de ce pavillon dont vous avez la révélation aujourd'hui. Si on se tourne vers l'avenir, les prochaines étapes vont être beaucoup évidemment sur le terrain. Il s'agit maintenant de construire ce pavillon que vous avez vu. C'est un travail qui va commencer dans le courant du mois de mai prochain, qui va s'achever dans le courant de l'été 2020. Date à laquelle nous pourrons en même temps donc à la fois avoir un bâtiment, une scénographie, un contenu pour être prêt à temps à l'ouverture le 20 octobre 2020, ouverture officielle de l'exposition. Deux dates importantes à retenir ensuite, c'est évidemment la journée de la France à l'exposition, le 29 janvier 2021. Chaque pays a sa journée, on va faire en sorte que celle de la France soit inoubliable en 2021. L'exposition se termine le 10 avril 2021. Et dernier élément qui va dans le sens, et c'était un de nos souhaits importants, de la durabilité de ce bâtiment, nous aurons ensuite 6 mois pour le démonter. Il y a aujourd'hui plusieurs projets de réutilisation de ce bâtiment qui sont en train d'être discutés. Notre objectif, c'est que dans les prochaines semaines, l'un d'entre eux soit finalisé et que l'on puisse assez rapidement vous dire au fond quelle sera la deuxième vie de ce pavillon après avoir été un pavillon d'exposition universelle. Voilà, c'était très rapide. Je vais me tourner vers vous, Madame la Ministre, si vous pouvez nous dire quelques mots. Et puis je pense qu'ensuite, il y aura une séquence de questions-réponses dans la salle. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Hôtel de Roquelaure. Bienvenue au ministère de la Transition écologique et solidaire. C'est toujours un très grand plaisir de vous accueillir ici, surtout autour de projets très positifs, aussi positifs que celui-là, qui visent à montrer un peu ce que la France a de meilleur à montrer, à présenter. C'est une vraie vision non seulement de ce qu'on fait en France, mais aussi de tout le potentiel que la France a à l'étranger, et ça doit être centré sur la transition écologique et solidaire. C'est une volonté très forte du président de la République, qui, comme vous le savez, à l'étranger, défend beaucoup cette vision-là, et nous voulons et nous tenons à l'appliquer aussi en France. C'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et je suis ravie aussi de voir des entreprises françaises venues en nombre, parce que ce sont elles qui ont et qui portent ces solutions-là. C'est à l'État de les pousser à aller encore plus loin, mais c'est vous qui, maintenant, portez une grande partie de l'image de la France. Et donc, un des objectifs aussi de cette exposition universelle, de la présence française là-bas, c'est pouvoir vous permettre de déployer, développer plus encore vos activités avec cette vision-là tournée autour de la transition écologique et solidaire.
Alors moi, assise là dans mon fauteuil, je pourrais parler pendant très longtemps. On m'a demandé de faire un discours. Soit je le fais, soit on passe directement aux questions. Réponses. Je crois que je vais quand même prendre la parole le plus rapidement possible. Vous savez, généralement, quand un homme ou une femme politique, en l'occurrence, a un micro dans la main, on a souvent beaucoup de mal à le laisser filer. Donc, tant que je l'ai, écoutez, je vais le garder un peu. Je vais juste vous détailler un peu plus la vision que nous avons, nous, de ce pavillon, de cette exposition. Et puis ensuite, je serai ravie d'échanger plus en détail avec vous. Donc à nouveau, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, comme je le disais, à l'hôtel de Roquelaure. Dans 1 an et demi, du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021, il y aura plus de 25 millions de visiteurs qui vont venir du monde entier pour se rendre aux Émirats Arabes Unis pour vivre cette expérience unique, la prochaine exposition universelle. Alors souvent, quand on entend l'expression, le mot, les mots, exposition universelle, on se dit, mais alors qu'est-ce que ça va donner? Quelles inventions vont sortir de ça? On pense souvent à la Tour Eiffel, au ketchup, au téléphone, tout ça, toutes ces inventions-là qui ont vu le jour au moment et à l'occasion d'expositions universelles. Alors, je vous mets un peu au défi. Qu'est-ce que vous allez, vous aussi, sortir comme grande innovation, grande créativité? Loin de moi, bien sûr, l'envie de vous mettre la pression. Vous faites déjà énormément, mais je crois que le pavillon en lui-même est à l'image de cette innovation et de cette volonté d'aller vraiment montrer une image créative, écologique et solidaire. Je suis ravie aussi d'avoir découvert à vos côtés, comme je le disais, ce magnifique pavillon que nos partenaires ont imaginé et que la France représentera à cette occasion à Dubaï. Vous le savez, depuis la première édition, en 1851 à Londres, l'exposition universelle représente une vraie occasion de partage, d'innovation et de coopération entre les pays. Et c'est ça aussi que nous voulons porter à cette occasion. Qu'il s'agisse de relever les grands défis auxquels font face nos sociétés ou simplement d'améliorer nos modes de vie, on a toujours su échanger de belles idées lors de ces séquences. Chaque édition a été l'occasion de rassembler les nations du monde, d'imaginer ensemble un futur qui soit à la hauteur de nos ambitions. Parce que c'est ça aussi qu'on doit arriver à faire à Dubaï, c'est à faire en sorte qu'ensemble, avec cette interaction entre des entreprises, des solutions, des citoyens, des pays étrangers, eh bien, puissent émerger des innovations, des réponses à des problèmes locaux aussi, puisque Dubaï est un peu la porte d'entrée, la clé d'entrée vers l'Afrique. Lors de cette prochaine édition, nous ferons face au XXIe siècle. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas encore rentré dans le XXIe siècle. On est toujours au XXe siècle, on le voit dans nos structures étatiques, on le voit aussi dans certaines de nos réponses, et on est en pleine transition, en train de passer du XXe siècle au XXIe siècle. Et il faut que ce pavillon-là, et je vois que c'est déjà le cas, et que chacune de nos actions, eh bien, représente vraiment ça, ce XXIe siècle. On sait qu'il y a déjà un terreau fertile aujourd'hui pour le progrès des technologies, des sciences, des connaissances, mais aussi des collaborations, parce que le progrès, ce n'est pas que la science, les nouvelles technologies. Bien sûr, l'homme n'a jamais été aussi loin, intelligence artificielle, numérique, on ouvre toujours plus loin le champ des possibles, mais on sait aussi que c'est source de grands périls. Je ne vais pas vous expliquer ici ce qu'est le changement climatique. Et donc, c'est à nous d'en apporter les réponses, et c'est pour ça, et c'est fondamental que ce pavillon-là, eh bien, ce soit aussi l'occasion de réfléchir à un nouveau projet de société, de défendre aussi et de présenter un nouveau modèle de société, des nouvelles façons de vivre en société. La France, dans l'Europe, doit incarner ça. L'avenir de l'Europe, l'avenir de la France, c'est d'être une puissance écologique. Et vous en êtes les fers de lance, et il faut que ce pavillon incarne ça. Le thème « Connecter les esprits, construire le futur » s'inscrit d'ailleurs dans une vision particulière de l'avenir. Oui, nous devrons faire face ensemble. Oui, le citoyen doit bien occuper une place centrale, mais libérera également une place à part à l'ensemble du vivant. C'est ça aussi l'enjeu. Faire rentrer la biodiversité, la nature, et dans le pavillon et dans la société.
Et donc nous avons choisi ce thème dans la société, dans le monde économique. Nous avons choisi le thème lumière, lumière, parce que bien sûr, aucune mobilité n'est plus rapide que la lumière. Ce thème évoque aussi le XVIIIe siècle. Et c'est un mot, lumière, qui est traduisible, ou on n'a pas besoin de traduire plutôt, dans beaucoup de langues à l'étranger. Lumière évoque le siècle des Lumières, ce XVIIIe siècle français qui a inspiré de nombreux philosophes étrangers et aussi des systèmes politiques qui ont essaimé à travers le monde. C'est une partie de l'universalisme à la française qui est portée dans ce mot lumière. Et donc on veut faire valoir cet héritage. La France du XXIe siècle est déterminée à mettre tous ses talents, ses compétences au service du développement durable. Et donc nous comptons faire valoir à plein l'exception française. Parce que nous sommes une exception dans notre façon d'aborder les choses, d'aborder notre façon, aussi bien notre modèle économique que notre vision de la société. C'est les pépites de la tech, les savoir-faire aussi à côté centenaire. Tout ça, on doit prouver à Dubaï que l'ambition française, c'est aussi une ambition qui est aussi audacieuse qu'écologique. Le président de la République, Emmanuel Macron, et je sais que vous l'avez rappelé, a eu l'occasion de répéter lors du Forum économique franco-émirien de Dubaï en novembre 2017 que l'exposition universelle de Dubaï représentait une occasion incontournable d'ouvrir ensemble de nouvelles perspectives, de lancer de nouveaux projets. Et c'est vraiment à ça que cette exposition-là doit servir. C'est un projet de collaboration, mais qui doit être une plateforme pour vous, je pense notamment aux acteurs économiques, une plateforme et pour aller conquérir de nouveaux marchés et pour développer de nouvelles solutions. En tout cas, il faut que ça vous soit le plus utile possible. C'est ça qui nous semble indispensable. Ça s'inscrit aussi plus largement dans le travail que nous faisons autour du One Planet Summit. Vous en avez peut-être entendu parler pour certains d'entre vous. D'ailleurs, je vois quelques visages amis que je remercie d'être à nos côtés à l'occasion du One Planet Summit, qui n'a d'autre objectif que de mettre en œuvre le plus rapidement possible l'accord de Paris. À l'heure où il est menacé par le président Trump, je le cite, ou d'autres, eh bien, il faut que plus que jamais, nous le rendions irréversible, cet accord de Paris. Et comment? Eh bien, en le mettant en œuvre. Et donc, notre objectif est de développer une diplomatie, des solutions, une diplomatie concrète, où on encourage, on aide, on participe à la prise d'engagement très fort en faveur de la planète, qui rassemble des acteurs aussi bien publics que privés qu'associatifs, et qui permettent de développer des solutions concrètes avec des objectifs très concrets. Par exemple, la lutte contre la désertification, je parle de ça puisque nous étions en Afrique, et qui met autour de la table aussi bien des entreprises privées que des bailleurs internationaux, que des investisseurs privés. Notre but, c'est de trouver des nouvelles solutions, et puis de se voir toutes les années pour s'assurer que c'est bien mis en œuvre. Donc vous voyez que notre objectif est d'être dans le concret, le plus concret possible. Je suis ravie de voir que déjà tout ça a bien évolué, bien avancé, qu'il y a un magnifique pavillon qui va sortir de terre, pavillon recyclable, et il faut que ce soit un réceptacle de solutions. Alors, je vous ai dit, quand j'avais la parole, j'avais tendance à ne pas la quitter. C'est la maladie des hommes et des femmes politiques. Mais je crois que je vais m'arrêter là, en vous remerciant encore d'être tous ici, venus aussi nombreux. On a construit et on avance très vite, mais on veut fonctionner aussi en méthode, ce que j'appelle agile, c'est-à-dire n'hésitez pas à nous faire remonter aussi bien vos craintes que vos enthousiasmes pour qu'on puisse les prendre en compte, les intégrer dans le projet et que ça soit une initiative qui vous soit la plus utile possible et qui ait l'impact le plus fort sur et l'image de la France et la transition écologique et solidaire dans le monde. Donc je vous remercie, à tout de suite. Merci infiniment, Madame la Ministre, pour ces propos inspirants qui, depuis plus d'un an, nous aident infiniment dans la conduite de ce projet et pour les mois qui s'ouvrent, ce sera également le cas. On va vous présenter la maquette maintenant. Vous avez vu le film de ce pavillon, voilà la maquette qui, après quelques secondes de chauffe, devrait en plus être lumineuse puisque, comme on l'a dit, la lumière est un des axes importants de notre présence et de notre visibilité à Dubaï.